Bonjour, eh bien nous allons continuer avec ces lectures d'automne, la très belle récolte qui a eu lieu à la rentrée en septembre, octobre, de livres magnifiques dont je vais vous lire donc les premières pages. 1. Les collines de Jérusalem sont un bain de brume. Rami avance de mémoire sur une ligne droite et évalue la courbure du prochain tournant. À 67 ans, il se penche très bas sur sa moto, blouson rembourré, casque bien fermé. C'est une moto japonaise, une 750, un engin agile pour un homme de son âge. Rami ne ménage pas sa moto, même par mauvais temps. Il prend un virage serré à droite, devant les jardins où la brume, en se dissipant, révèle l'obscurité. Il rétrograde et dépasse une tour militaire. Les lampes à sodium ont quelque chose de nébuleux le matin. Au pied de la colline, la route plonge encore dans un autre virage, noyé par la brume. Rami passe en seconde, relâche l'embrayage, attaque le tournant en douceur et se remet en troisième. La route 1 passe par les ruines de Kalouinia. Ici, l'histoire s'empile. Il se penche à gauche et slalome jusqu'à la voie de dépassement, vers les tunnels, le mur de séparation, la ville de Beit Jala. À un coup de guidon, deux possibilités. Gilo d'un côté, Bethléem de l'autre. Ici, tout est géographie. 2. Cette route mène à la zone A, sous autorité palestinienne. Entrée interdite aux citoyens israéliens. Danger de mort et violation de la loi israélienne. 3. 500 millions d'oiseaux survolent les collines de Beit Jala chaque année. Ils voyagent depuis la nuit des temps. Huppes, grives, gobe-mouches, fauvettes, coucous, étourneaux, pigrièches, trinquets moteux, pluvieux, suimanga, martinets, moineaux, engoulevents, hiboux, mouettes, faucons, aigles, milans, grues, bus, bécassos, pélicans. C'est la deuxième autoroute migratoire la plus empruntée au monde. Au moins 400 espèces différentes y déferlent en circulant à des altitudes différentes. De grands V prêts à klaxonner. Ou des voyageurs solitaires rasant l'herbe. Chaque année, un paysage différent apparaît au-dessous d'eux. Colonies israéliennes, immeubles palestiniens, jardins de toit, casernes, barrières, routes de contournement. Certains oiseaux migrent de nuit pour échapper aux prédateurs. Ils suivent leurs itinéraires sidéraux, se transforment en ellipses à cause de la vitesse, consument leurs muscles et leurs intestins en vol. D'autres voyagent de jour pour profiter des courants thermiques ascendants, du vent chaud qui soulève leurs ailes et leur permet de planer. Parfois, des nuées entières cachent le soleil et badigeonnent d'ombre tout Beit Jala, les champs, les terrasses escarpées, les oliveries autour de la ville. Allongez-vous dans les vignes du monastère de Crémisan et vous verrez à toute heure du jour les oiseaux dans le ciel empruntant leurs couloirs bavards. Ils se posent sur les arbres, les poteaux télégraphiques, les câbles de raccordement électrique, les châteaux d'eau et même sur le rebord du mur de séparation, où ils sont parfois la cible de jeunes lanceurs de pierres. 4. Jadis, une fronde était constituée d'une poche en peau de vache, de la taille d'un cache-œil percée de petits trous et maintenue par des lanières en cuir. Les frondes étaient conçues par des bergers pour dissuader les prédateurs d'attaquer leurs troupeaux. La poche était tenue dans la main gauche du frondeur et les cordelettes dans la droite. Il fallait un entraînement considérable pour manier l'objet avec précision. Une fois la pierre posée dans la poche, les lanières étaient tendues à fond. Le frondeur faisait tournoyer la fronde au-dessus de sa tête plusieurs fois, en large cercle, jusqu'à ce que survienne le lâcher. La poche s'ouvrait et la pierre décollait. La fronde ne tarda pas à se faire une place dans l'art de la guerre.
Sa capacité à enflammer un escarpement et les murs crénelés en fit un élément crucial dans les assauts contre les villes fortifiées. On engageait des légions de frondeurs de longue portée. Ils se revêtaient une armure sur tout le corps et se déplaçaient dans des chariots remplis de pierres. Et quand le terrain devenait impraticable, ils descendaient, poursuivaient à pied leurs carquois décorés en bandoulières. 5. En marge de la bataille, des enfants, 8, 9, 10 ans, étaient enrôlés pour chasser du ciel les oiseaux à coups de fronde. Ils attendaient au bord des wadis, se cachaient dans les buissons du désert, tiraient des pierres depuis les murs fortifiés. Ils visaient les tourterelles, les cailles, les oiseaux chanteurs. Certains oiseaux étaient capturés vivants. Ils étaient rassemblés et mis dans des cages en bois, engraissés jusqu'à atteindre 2 fois leur taille de vol. Ils étaient cuits dans des fours d'argile, puis servis avec du pain, des olives et des épices. 6. 8 jours avant sa mort, après une spectaculaire orgie de nourriture, le président François Mitterrand commanda un ultime repas d'ortolan, un minuscule oiseau chanteur à la gorge jaune, pas plus grand que son pouce. Ce mets incarnait à ses yeux l'âme de la France. L'équipe de Mitterrand supervisa la capture des oiseaux sauvages dans un village du Midi. On graissa la patte des policiers du coin, on organisa la chasse et les oiseaux furent capturés au lever du jour dans des filets très fins. Les ortolans furent mis en cage, emmenés dans un fourgon opaque jusqu'à Latché, la maison de Mitterrand. Le sous-chef de cuisine rentra les cages. Les oiseaux furent nourris 2 semaines, jusqu'à devenir assez gros pour éclater, puis maintenus par les pattes au-dessus d'une cuve d'armagnac pur, plongés tête la première et noyés vivants. Lorsque le plat fut servi, la pièce lambrissée sombra dans le silence. Mitterrand se redressa sur sa chaise, écarta les couvertures sur ses genoux, but une gorgée de château haut marbusé millésimé. « La seule chose intéressante est de vivre, dit-il. » Il dissimula sa tête sous une serviette blanche pour y inhaler les fumées des oiseaux et, comme l'exigeait la tradition, se cacher du regard de Dieu. Il prit les oiseaux et les mangea entièrement, la chair succulente, la graisse, les viscères, les ailes, les tendons, le foie, le rognon, le cœur chaud, les petits os du crâne qui craquent sous la dent. Il lui fallut plusieurs minutes pour terminer son plat, le visage caché du début à la fin sous la serviette blanche. Mitterrand s'essuya la bouche, mit de côté la cassolette en terre cuite, releva la tête, sourit, souhaita bonne nuit et partit se coucher. Il jeûna pendant les 8 jours et demi suivants jusqu'à sa mort. 7. En Israël, les oiseaux sont pistés par des radars sophistiqués installés le long des itinéraires de migration dans tout le pays, en liaison avec les installations militaires et les bureaux du contrôle aérien de l'aéroport Ben Gourion. 8. Un signe peut être aussi fatal au pilote qu'un tir de lance-roquettes. 9. À l'automne de la première intifada, 2 oiseaux migrants de l'Europe vers l'Afrique du Nord furent trouvés dans les filets posés sur les pentes occidentales de Beit Jala. Ils étaient emmêlés côte à côte, les pattes prises dans un même fil et leurs ailes battaient avec une telle frénésie qu'on aurait dit à première vue un seul et unique oiseau de forme bizarre. Ils furent découverts par un garçon de 14 ans, Tarek Khalil, qui les jugea d'abord trop petits pour être des migrateurs. Il se rapprocha, il les délivra, les plaça dans 2 sacs en tissu, puis les remonta jusqu'à la station de bagages des oiseaux pour les faire identifier et baguer. C'était la première fois que Tarek voyait de telles créatures, magnifiques, mystérieuses, la tête verte. Il feuilleta les guides, parcourut les archives. Des oiseaux chanteurs, sans doute originaires d'Espagne, de Gibraltar ou du sud de la France. Son travail consistait à poser une toute petite bague en métal autour de leurs pattes,
au moyen de pinces et d'un anneau numéroté afin que leur migration puisse être recensée. Après cela, il est relâché. Tarek prépara les bagues, mais les oiseaux étaient si fins qu'ils ne pesaient guère plus lourd qu'une cuillerée d'épices. Les anneaux en métal risquaient de les déséquilibrer dans leur vol. Alors il hésita un instant, et puis, pendant 2 jours, il les nourrit, les abreuva. Au 3e jour, il ramena les ortolans sur le flanc de la colline pour les relâcher, non bagués, au milieu des abricotiers. Avant de s'envoler, l'un des oiseaux resta quelques instants dans sa main. Tarek le retourna entre ses doigts, le minuscule cou se tourna contre la partie molle de sa paume. Puis l'oiseau se redressa incertain, puis disparut en voletant. « 10. Quand elle est tirée d'un tube métallique à l'extrémité d'un M16, une balle en caoutchouc quitte le canon du fusil à plus de 160 km/h. Les balles sont assez grosses pour être vues, mais trop rapides pour être évitées. Elles furent étrennées en Irlande du Nord, où les Britanniques les surnommaient les casse-genoux. Elles étaient censées être tirées vers le sol, puis rebondir et atteindre les jambes des émeutiers. 12. La balle qui tua Abir parcourut l'air sur 15 mètres avant de percuter l'arrière de sa tête, broyant les os du crâne comme ceux d'un petit ortolan. Elle était allée à l'épicerie acheter des bonbons. 13. Pour 2 shekels, Abir aurait pu s'offrir un bracelet sur lequel il était inscrit, il m'aime un peu, beaucoup, passionnément. Au lieu de ça, elle acheta 2 isvarites à la base, des bonbons durs, roses, orange, jaune et bleu clair, enfilés sur une ficelle à la manière d'un bracelet. Elle fit glisser les 2 shekels sur le comptoir jusqu'à la paume de la marchande qui sortit les bracelets d'un grand bocal en verre. Et pendant qu'elles avançaient vers les portes de l'école, Abir donna le 2e bracelet à sa sœur, Ariane. 14. Chaque jour, depuis qu'Abir a été tué, Bassam va à la mosquée dans l'heure qui précède le lever du soleil pour dire les prières d'avant l'aurore. À 48 ans, il se déplace dans l'obscurité en boitant légèrement, une cigarette au creux de la main. Il est mince, élancé, affûté. Son boitillement est l'empreinte qu'il laisse sur le monde. Sans cela, il pourrait presque passer inaperçu. Dehors, il laisse tomber sa cigarette sur l'allée, l'écrase sous ses baskets. Il lisse sa chemise blanche, monte les marches, ôte ses chaussures, entre du pied droit, s'agenouille au fond de l'entrée et s'incline devant son Dieu illimité. Il prie pour sa femme, pour ses 5 enfants, pour le souvenir d'Abir. Donc le livre dont je viens de vous lire quelques extraits, c'est donc un livre de l'auteur irlando-américain, Colum McCann, et le titre du livre c'est Apeirogon. En fait, c'est un titre un peu énigmatique. C'est une figure géométrique, l'apeirogon, qui comporte une infinité de côtés. Alors pourquoi ce titre? En fait, Colum McCann a voulu raconter l'histoire du conflit israélo-palestinien à travers 2 personnes qui ont réellement existé, qu'il a rencontrées d'ailleurs, qui sont un Palestinien et un Israélien, qui tous les 2 ont perdu leur fille très jeune, l'une dans un attentat palestinien et l'autre tuée par un soldat israélien. Et ces 2 hommes vont constituer une sorte comment dire, ils vont être les combattants pour la paix et non plus pour la guerre. Et donc, Colum McCann raconte leur histoire, mais autour de cette histoire, il y a des milliers d'histoires. Et il dit lui-même que
l'histoire de chacun se reflète dans l'histoire de tous les autres et qu'il y a des correspondances, des passerelles entre toutes les histoires. Donc il raconte par fragments, numéro un, numéro 2, numéro 3, numéro 4, et il y a 1001 chapitres, donc un peu comme les mille et une nuits, c'est mille et une nuits d'histoires cruelles ou belles, belles et cruelles, histoire d'émigration d'oiseaux, histoire de l'art de la guerre, histoire d'un fil de ferriste français qui va marcher sur un fil au-dessus d'une vallée israélo-palestinienne, etc. C'est un livre magnifique. Voilà, Apérogon de Colum McCann.